À Thanksgiving, mes parents ont annoncé, nous vendons l'entreprise familiale. Tu ne recevras rien. Mes frères et sœurs ont exulté. J'ai souri, papa, qui est l'acheteur? Il a dit fièrement, Avengers Holdings, il paie 53 millions de dollars. J'ai ri, papa, je suis Avengers Holdings. Son sourire s'est figé. La pièce a plongé dans un silence de mort. Je m'appelle Avery Thompson, j'ai 33 ans. Et à la fin du dîner de Thanksgiving, ma famille a enfin compris que le silence ne signifie pas toujours la faiblesse. À peine avais-je posé mon manteau que je réalisais que quelque chose n'allait pas dans cette maison. L'air était trop apprêté, trop répété, comme si tout le monde attendait que le rideau se lève sur une représentation à laquelle je n'avais pas été invité. Mon père consultait son téléphone avec ce petit air suffisant qu'il prenait chaque fois qu'il pensait être sur le point d'impressionner son auditoire. Ma mère souriait trop fort. Mes frères et sœurs vibraient pratiquement d'excitation avant même que la dinde n'arrive sur la table. Quant à moi, je restais assise à observer, car j'avais déjà vu cet air sur le visage de mon père. C'était l'air qu'il avait juste avant de me rappeler que dans cette famille, je n'étais jamais celle qui comptait. Le dîner commença comme tous les autres repas de fête dans cette maison, porcelaine coûteuse, rire forcé, et le genre de conversation qui semblait chaleureuse jusqu'à ce qu'on y prête une oreille attentive. Puis mon père se leva avec son verre de vin, et cette vieille autorité familière dans la voix, et la pièce se tut instantanément. Il annonça qu'il vendait l'entreprise familiale, ne la transmettant pas, ne la gardant pas dans la famille, mais la vendant. Puis il lâcha la deuxième bombe, précisant que je n'obtiendrais rien. Ni un titre, ni une part, ni même la courtoisie de prétendre que j'avais jamais eu ma place dans l'avenir qu'il avait planifié. Tout le monde réagit exactement comme on pouvait s'y attendre. Tout le monde, sauf moi. Car pendant qu'ils étaient occupés à célébrer et à paniquer, il ne me restait qu'une seule question à poser. Et quand je l'ai posée, la réponse a tout changé dans cette pièce. Avant de vous dire ce qu'il a dit ensuite, et pourquoi ce Thanksgiving s'est terminé dans un silence total, dites-moi quel temps il fait chez vous en ce moment et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire atteint. J'ai grandi à Oak Brook, Illinois, dans une maison qui respirait le succès sous tous les angles. La pelouse était toujours tondue si précisément qu'elle semblait à peine réelle. La salle à manger était réservée aux fêtes et aux invités d'affaires, et chaque mur semblait rappeler l'importance du nom Thompson. Mon grand-père, Walter Thompson, avait fondé l'entreprise en 1982 avec une poignée de clients d'entrepôt et un programme logiciel rudimentaire qui aidait les entreprises de camionnage à suivre les expéditions plus rapidement que la concurrence. Mon père a transformé cette petite opération régionale en Thomson Logistic System, une entreprise de logiciels respectée du Midwest qui servait des distributeurs, des transporteurs et des entreprises de chaînes d'approvisionnement qui croyaient que la loyauté comptait plus que l'innovation. En public, les gens l'appelaient un héritage familial. En privé, c'était le royaume de mon père, et tout le monde dans cette maison savait exactement qui, selon lui, était destiné à en hériter. Ce n'était pas moi. J'étais l'enfant du milieu. Celle qui remarquait les schémas trop vite, posait trop de questions, et se souciait réellement du fonctionnement de la technologie derrière le discours de vente poli. À l'âge de 12 ans, je m'enseignais le code en ligne après avoir fini mes devoirs. À 16 ans, je construisais des prototypes de tableaux de bord pour le plaisir, juste pour voir comment les données pouvaient prédire les retards avant qu'ils ne se produisent. Je pensais que cela comptait. Je pensais qu'être utile comptait, mais dans le monde de mon père, l'utilité avait moins de valeur que l'image, et l'image avait moins de valeur que la tradition. Mon frère aîné, Derek, incarnait la tradition dans un costume sur mesure. Il avait la bonne poignée de main, le bon nom de famille et la bonne assurance pour occuper une pièce, même quand il n'avait absolument rien à dire. Il aimait le golf, aimait être photographié avec des clients, et était toujours loué pour son leadership, tandis que d'autres résolvaient les problèmes autour de lui. Ma sœur cadette, Haley, n'avait aucun intérêt pour l'entreprise elle-même. Mais elle aimait tout ce qui venait avec le fait d'y être attachée. Elle a construit toute son identité autour d'une richesse familiale raffinée, de brunchs coûteux, d'une décoration de vacances parfaite, et de légendes sur l'héritage, la classe et le travail acharné qui auraient été hilarantes si elle n'avait pas été si éhontée. Ensuite, il y avait ma mère, Elisabeth, qui avait perfectionné l'art d'aplanir les conflits jusqu'à ce qu'ils ressemblent à de bonnes manières. Elle pouvait sentir la tension dès qu'elle entrait dans une pièce. Mais au lieu de l'affronter, elle servait du vin, changeait de sujet, et agissait comme si le silence était la même chose que la paix. C'était le rythme de notre famille.
Derek était loué. Allais était gâté. Mon père était obéi et je fus toléré. Au dîner, si je mentionnais l'architecture du produit, mon père souriait comme les hommes sourient aux enfants qui barbouillent de peinture et disait quelque chose comme « Avery, ma chérie, laissons les discussions d'affaires aux personnes qui dirigent réellement l'entreprise. » Si je signalais des inefficacités dans leurs systèmes obsolètes, il me repoussait d'un geste de la main et disait « Les clients ne paient pas pour des tendances. Ils paient pour la confiance. » La confiance, dans son esprit, signifiait de maintenir les choses exactement telles quelles jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour changer. Ce qui rendait cela pire, c'est que je n'imaginais rien de tout cela. Je n'étais pas la fille amère qui réécrivait l'histoire parce qu'elle n'avait pas eu assez d'attention. J'avais les notes, les stages, les antécédents techniques, et l'éthique de travail pour gagner une vraie place à cette table. J'ai étudié l'informatique et les opérations à Northwestern, j'ai obtenu mon diplôme avec mention et je suis rentré chez moi en croyant que, peut-être, enfin, il me verrait comme plus qu'un inconvénient avec de bonnes idées. Je me souviens encore à quel point j'étais pleine d'espoir la première fois que j'ai évoqué l'avenir de la logistique prédictive au dîner. J'avais passé des semaines à construire un modèle qui montrait comment l'apprentissage automatique pouvait aider les transporteurs de taille moyenne à réduire les fenêtres manquées, le gaspillage de main-d'œuvre et les inefficacités de carburant. Je pensais qu'il poserait au moins des questions. Au lieu de cela, il coupa sa part de steak, leva à peine les yeux, et dit « Avery, les entreprises comme la nôtre ne parient pas sur la théorie. » Puis il se tourna vers Derek et lui demanda des nouvelles d'une sortie de golf avec un client, comme si je n'avais pas parlé du tout. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre le vrai problème. Mon père ne m'ignorait pas parce que je manquais de valeur. Il m'ignorait parce que ma valeur menaçait une histoire qu'il avait déjà décidé de raconter sur ce qui comptait dans cette famille. Le moment où tout a éclaté est arrivé quand j'avais 23 ans. Et cela ne s'est pas passé dans une salle de conférence dramatique à Chicago. Cela s'est passé lors de l'une de ces retraites d'affaires familiales soignées que mon père aimait organiser chaque été à Wisconsin-Dells. Il les appelait des week-ends stratégiques, mais c'était en réalité des concours. Les cadres se présentaient en tenue décontractée de villégiature. Les clients venaient pour des dîners de steak et des vues sur la rivière. Et mon père jouait le rôle du patriarche visionnaire tandis que Derek hochait la tête à ses côtés, comme un prince héritier en formation. J'avais passé 2 mois à préparer ce voyage. J'avais monté une présentation complète sur la prévision de l'approvisionnement basée sur l'IA et l'optimisation des itinéraires. Non pas en termes abstraits, mais d'une manière que Thomson Logistic System pourrait réellement mettre en œuvre par phase. J'avais des données réelles, des marges projetées, une analyse des risques et un plan de déploiement pratique. Je savais que leurs clients commençaient à ressentir la pression des goulets d'étranglement, des pénuries de main-d'œuvre et d'une communication d'entrepôt obsolète. Je savais que le marché évoluait plus vite que mon père ne le comprenait. Plus que tout, je savais que cette proposition pouvait faire avancer l'entreprise de plusieurs années sur ses concurrents s'il lui donnait une chance. Le deuxième après-midi de la retraite, après un long déjeuner et une série de discours auto-félicitatoires sur la culture d'entreprise, mon père m'a finalement accordé 20 minutes pour présenter. Je me suis tenu devant une salle remplie de cadres supérieurs, de 2 clients historiques, de Derek, de ma mère et de quelques conseillers externes. Mon ordinateur portable était connecté, mes notes étaient prêtes. Et pendant les 3 premières minutes, les gens ont réellement écouté. J'ai montré comment la modélisation prédictive pouvait signaler les perturbations d'expédition tôt. J'ai montré comment les effectifs d'entrepôt pouvaient être ajustés en fonction des modèles de demande plutôt que de deviner. J'ai montré comment même les petits transporteurs commençaient à s'attendre à des systèmes plus intelligents, des informations plus rapides, de meilleures intégrations. Puis mon père se pencha en arrière, croisa les bras, et m'interrompit en plein milieu de la phrase. Non pas avec une question, non pas avec une préoccupation, mais avec un rire. Ce n'était pas fort, mais c'était suffisant. Assez pour que tout le monde cesse de regarder l'écran et se mette à le regarder lui. Il dit, « Avery, c'est exactement le problème avec les gens qui vivent dans des feuilles de calcul. Vous pensez que l'intelligence est la même chose que le leadership. » Puis il se tourna vers la pièce et ajouta, « Ma fille est brillante. Pas de doute là-dessus. Mais elle ne comprend toujours pas comment fonctionne le monde réel. Nous ne confions pas de grandes entreprises à des gens qui courent après des idées qui sonnent bien en classe. Nous les confions à des gens qui savent protéger ce qui fonctionne déjà. » Puis il posa une main sur l'épaule de Derek et dit, « C'est pourquoi l'avenir de cette entreprise restera là où il doit être. » Je sentis le sang me monter au visage si vite que je crus m'évanouir.
Personne ne dit un mot. Personne ne me défendit. Derek eut l'air embarrassé pendant peut-être une demi-seconde avant de se résigner au silence suffisant d'un homme choisi publiquement. Ma mère fixait ses mains jointes. Un client me fit ce petit sourire de sympathie contraint, que les gens utilisent quand ils sont soulagés que l'humiliation arrive à quelqu'un d'autre. Je restai là encore quelques secondes, tenant toujours la télécommande, faisant encore semblant qu'il restait de la dignité à sauver. Puis je fermai mon ordinateur portable, remerciai l'assemblée d'une voix qui me ressemblait à peine, et sortis. Je n'ai pleuré qu'une fois arrivé au parking. Même là, ça n'a duré qu'une minute, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que quelque chose de plus froid a pris le dessus, quelque chose de plus net. Je suis resté dans ma voiture, le moteur tournant, et j'ai réalisé que si je restais, ce moment serait toute ma vie. Chaque bonne idée serait filtrée par Derek. Chaque réussite serait minimisée. Chaque échec serait utilisé comme preuve que mon père avait eu raison depuis le début. Alors, je suis retourné en Illinois cette nuit-là, j'ai fait 2 valises, vendu ce que je pouvais, et acheté un billet simple pour Seattle avec $4000 et une fureur que je n'avais pas encore de mots pour exprimer. Mon père a appelé ça une phase. Ma mère a appelé ça de la distance. Derek a dit que j'étais dramatique. Mais aucun d'eux n'a compris ce que j'avais décidé sur ce parking. Je ne partais pas pour guérir. Je partais pour construire quelque chose qui finirait par leur faire regretter à quel point il avait été facile de me sous-estimer. Seattle était le premier endroit où j'avais vécu où personne ne se souciait de ma famille. Et cela s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. La ville était grise, humide, chère, et complètement désintéressée de mon nom de famille. J'ai loué un petit studio à Ballard avec des planchers inégaux et un radiateur qui faisait des bruits comme s'il mourait dans le mur. Je travaillais en freelance le jour, parfois la nuit aussi, prenant des contrats de développement back-end, de construction de tableaux de bord d'entrepôt, de nettoyage d'API, tout ce qui payait assez pour couvrir le loyer et me maintenir à flot. J'ai arrêté de parler de Thomson Logistic System presque immédiatement, non pas parce que je voulais me cacher, mais parce que je voulais savoir si j'étais réellement capable sans cela. J'ai utilisé le nom professionnel d'Alex Rivera lorsque j'ai commencé à proposer du travail. En partie parce que je ne voulais pas que mon nom de famille circule dans les cercles technologiques, et en partie parce que je voulais que chaque client, investisseur et partenaire réponde à la qualité du produit plutôt qu'à l'histoire liée au fondateur. Ces 2 premières années furent brutales de la manière la moins glamour possible. J'étais épuisé tout le temps, je n'avais jamais assez d'argent, et j'ai appris plus des systèmes défectueux et des délais impossibles que de n'importe quelle classe. Mais il y avait une chose que ces années m'ont donnée et que je n'avais jamais eue chez moi, la clarté. Les petites entreprises de logistique avec lesquelles je travaillais avaient toutes des variations du même problème. Leur système était fragmenté. Leurs données d'entrepôt accusaient un retard par rapport aux conditions réelles. Leurs décisions de répartition étaient réactives plutôt que prédictives. Et personne n'avait construit une couche d'intelligence propre et abordable, capable de connecter les logiciels existants aux décisions opérationnelles en temps réel, d'une manière que les entreprises réelles pouvaient réellement utiliser. C'était l'écart. C'était l'avenir. Alors, pendant que je faisais des contrats pour survivre, je construisais tranquillement ma propre plateforme la nuit. La première version était laide, à moitié maintenue par la caféine et l'entêtement, mais elle fonctionnait. Elle pouvait regrouper le débit d'entrepôt, les données d'itinéraire, la vitesse des commandes et les entrées de main-d'œuvre dans un seul environnement, et signaler les perturbations avant qu'elles ne se transforment en chaos coûteux. Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas une fantaisie. C'était exactement le genre de système pratique que mon père avait autrefois rejeté parce qu'il venait de moi. Mon premier client payant fut un distributeur régional de taille moyenne en dehors de Tacoma. Puis vint un opérateur d'entreposage frigorifique, puis un groupe de transporteurs qui voulait une meilleure visibilité sur le flux des quais. J'ai gardé tout cela à faible coût. J'ai réinvesti au lieu de célébrer. J'ai embauché avec soin. J'ai choisi des personnes plus intelligentes que moi de manière spécifique et suffisamment humble pour résoudre des problèmes complexes sans chercher à être reconnu. À l'âge de 28 ans, le produit avait évolué pour devenir suffisamment concret pour attirer l'intérêt d'une acquisition. C'est à ce moment-là que j'ai créé Avengers Holdings, une société mère qui pouvait posséder non seulement une plateforme, mais un écosystème croissant autour de la logistique, de l'intelligence, de l'orchestration d'entrepôts et des opérations prédictives. Je ne l'ai pas construite comme un fondateur désespéré de devenir célèbre.
je l'ai construite comme quelqu'un qui avait déjà appris ce qui se passe lorsque l'image devient plus importante que la compétence. Nous sommes restés privés. Nous avons gardé les entretiens rares. Lorsque les investisseurs voulaient le fondateur en première ligne, j'envoyais mon CO à moins qu'il n'y ait une raison légale pour ma présence. Lorsque des conférences m'invitaient à donner des conférences, je déclinais plus souvent que je n'acceptais. Les gens de l'industrie savaient qu'Alex Rivera était perspicace, discret et difficile à cerner. Cela me convenait. Au cours des 7 années suivantes, Avengers a acquis des outils plus petits qui résolvaient des problèmes. Une start-up de planification de dock à Portland, une entreprise d'analyse d'entrepôt à Denver, une plateforme de prévision de main-d'œuvre à Austin. Aucune d'entre elles n'a fait les gros titres en dehors de la presse spécialisée, mais ensemble, elles nous ont rendus puissants exactement dans les recoins du marché que les entreprises de la vieille école ne remarquaient jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous sommes devenus précieux non pas parce que nous étions tapas à accent grave-l'œil, mais parce que nous étions utiles dans des endroits où l'inefficacité coûtait des millions. Pendant tout ce temps, ma famille ne savait presque rien. Quand ma mère me demandait comment allait le travail, je disais que j'étais occupé. Quand elle me demandait si je faisais toujours un truc d'ordinateur, je la laissais penser cela. Quand Derek me demandait si j'avais enfin rejoint une vraie entreprise, je souriais et changeais de sujet. Mon père ne me posait presque aucune question. Il m'avait déjà classé comme la fille qui était partie vers l'ouest pour prouver un point et qui n'avait jamais vraiment réussi à revenir. Cette hypothèse est devenue l'un de mes plus grands avantages, car pendant qu'il me traitait comme un bruit de fond, j'étudiais les systèmes logistiques de Thomson de l'extérieur avec un niveau d'honnêteté que personne à l'intérieur de cette entreprise n'était prêt à appliquer. J'ai lu les dépôts, suivi les changements de fournisseurs, suivi les pertes de clients, vu leur architecture obsolète devenir une faiblesse, et j'ai constaté la vérité évidente que mon père était trop fier pour admettre. L'entreprise était toujours respectée, mais elle n'était plus forte. Elle survivait sur sa réputation, ses longues relations et l'illusion que les méthodes d'hier protégeraient les marges de demain. Environ 18 mois avant ce Thanksgiving, j'ai réalisé que la fenêtre s'était ouverte. Thomson Logistic System était vulnérable, et si le bon acheteur intervenait, elle pouvait encore être reconstruite au lieu d'être démantelée pour ses pièces. J'ai donné une chance à mon père avant d'agir. Par des intermédiaires, Avengers a envoyé une proposition de partenariat stratégique discrète qui aurait modernisé l'entreprise sans l'humilier. Il l'a rejetée presque immédiatement. Il pensait rejeter un autre étranger qui ne comprenait pas son entreprise. Ce qu'il faisait en réalité, c'était fermer la dernière porte de secours que je lui avais laissée ouverte. Après cela, j'ai cessé d'essayer d'épargner sa fierté. Au moment de Thanksgiving, chaque pièce mobile était déjà en mouvement. Le conseil d'administration avait été amolli par des mois de pression. L'évaluation avait été établie. Les avocats étaient plongés dans les documents, et mon père n'avait toujours aucune idée de qui se cachait réellement derrière l'offre. Je suis arrivé à Oakbrook la veille de la fête avec une valise, une expression soigneusement neutre, et absolument aucune intention de révéler quoi que ce soit trop tôt. Je ne suis pas venu avec des logos ostentatoires ou en essayant de ressembler à une caricature du succès. Cela aurait été trop évident, trop désespéré. Au lieu de cela, je portais le genre de confiance tranquille que l'argent achète seulement après qu'il n'ait plus besoin d'applaudissements. Mon manteau était ajusté, ma montre discrète, mon sac suffisamment cher pour n'être remarqué que par les gens qui comprenaient réellement ce qu'ils voyaient. Le chauffeur qui m'a déposé était là parce que je n'avais plus envie de me faufiler dans une file d'attente de location après avoir pris l'avion pour rentrer à la maison, non pas parce que j'avais besoin de faire une entrée, mais l'entrée s'est faite d'elle-même de toute façon. Ma mère a ouvert la porte et a fait une pause juste assez longtemps pour saisir les détails. Elle m'a serré chaleureusement dans ses bras, puis s'est reculée et a dit « Tu as l'air différente ». J'ai souri et lui ai dit que Seattle m'avait été favorable. C'était techniquement vrai. Ça avait été brutal aussi, mais brutal de la manière qui forge quelque chose d'utile. À l'intérieur, la maison semblait la même. Le même bois poli, les mêmes photos de famille mises en scène, la même version soigneusement conservée d'une vie qui avait toujours semblé plus stable qu'elle ne l'était. Mon père était dans son bureau, bien sûr. Il était toujours dans son bureau avant une annonce majeure, comme un homme répétant sa propre importance. J'ai trouvé Derek dans le salon, un verre à la main avant midi, parlant fort de plans d'expansion comme s'il dirigeait déjà l'entreprise. Il m'a serré dans ses bras d'un seul bras, m'a toisé de haut en bas, et m'a demandé si ça allait enfin mieux là-bas. Mieux que quoi, j'ai failli demander. Mais cela ne servait à rien.
Ale est arrivé quelques minutes plus tard, son téléphone déjà pointé sur la pièce, capturant les préparatifs confortables de Thanksgiving en famille pour des followers qui pensaient que l'argent hérité avait l'air sans effort parce que personne ne filmait jamais le désordre qui se cachait derrière. Elle m'a fait une bise en l'air et m'a demandé si j'avais un petit ami, avec ce ton que les femmes utilisent quand elles font semblant d'être curieuses mais qu'elles font en réalité un inventaire. Je lui ai dit non. Elle m'a dit que c'était probablement pour le mieux, car les hommes ambitieux détestaient les femmes fortes à moins de pouvoir se vanter d'elles. Puis elle a ri comme si elle avait dit quelque chose d'intelligent. La seule personne qui semblait un tant soit peu dérangée par ma présence était ma mère. Elle continuait de me regarder comme on regarde un tableau dont on a soudain peur de l'avoir mal compris la première fois. Tard cet après-midi, je passais devant le bureau de mon père et j'entendis sa voix à travers la porte, nette et pleine de suffisance. Il était au haut-parleur avec quelqu'un de l'équipe juridique, confirmant des chiffres, des échéanciers, et un dernier appel après le dîner de Thanksgiving. 53 millions, dit-il, et dans sa voix j'entendais le soulagement d'un homme qui croyait avoir réussi un dernier grand acte de contrôle. Je suis resté là un instant, à écouter. Il pensait toujours que cette vente mettrait fin à l'histoire selon ses propres termes. Il pensait toujours qu'il choisissait la fin. Quand il est sorti et m'a vu dans le couloir, il m'a fait ce demi-sourire distrait que les hommes puissants réservent aux gens qu'ils ne considèrent pas pertinents pour la vraie conversation. Gros jour demain, dit-il. Tu ne serais probablement pas intéressé par les détails. Je lui ai dit qu'il serait peut-être surpris. Il m'a à peine entendu. Ce soir-là, pendant la préparation du dîner, ma mère s'est agitée pour le placement et les couverts. Ale a répété des angles décontractés pour la pièce maîtresse de la salle à manger. Derek a fait une blague sur le fait que papa allait probablement le rendre assez riche pour prendre sa retraite à 45 ans. Personne n'a remarqué que je ne riais jamais. Personne n'a remarqué que j'ai passé toute la soirée à étudier leur visage comme si je mémorisais la dernière version d'une dynamique familiale qui allait cesser d'exister. Le plus difficile n'était pas de garder le secret. C'était de rester dans cette maison, d'entendre les mêmes schémas, d'observer les mêmes rejets, et de réaliser qu'ils n'avaient aucune idée à quel point ils étaient proches d'apprendre que toutes les hypothèses qu'ils avaient faites sur moi étaient fausses. Au moment où le dîner de Thanksgiving commença enfin, je n'étais pas nerveuse. J'avais fini d'attendre. La salle à manger était exactement comme elle l'avait toujours été pendant les fêtes, ce qui rendait ce qui s'y passait encore plus vif. La table était dressée avec la meilleure porcelaine de ma mère. Les bougies brillaient doucement, et chaque place reflétait la même hiérarchie familiale que nous avions suivie pendant des années. Mon père à la tête, ma mère en face de lui. Derek assez près pour capter chaque regard approbateur. Ale, là où la lumière la mettait le mieux en valeur. Moi, assez loin pour être incluse, mais jamais centrale. Le dîner commença par la performance habituelle, compliments sur la nourriture, blagues fines, conversation qui semblait chaleureuse jusqu'à ce qu'on y prête réellement attention. Derek parla de croissance et d'héritage comme s'il avait personnellement construit l'un ou l'autre. Ale parlait d'un nouvel accord de marque et ne cessait de consulter son téléphone sous la table. Ma mère buvait trop vite. Mon père touchait à peine sa nourriture, car il était trop plein de lui-même pour avoir faim. Puis, juste après que les assiettes furent débarrassées et avant le dessert, il tapota son verre avec sa fourchette. La pièce se tut instantanément. Il se leva avec la même autorité polie que j'avais vue toute ma vie, et annonça qu'après des mois de négociations confidentielles, il avait accepté de vendre Thomson Logistic System. Derek sourit avant même qu'il ne finisse la phrase. Ale halta, l'air plus excité que choqué. Le visage de ma mère se crispa, mais elle garda ce sourire social prudent. Puis mon père porta le second coup. Il dit qu'aucun de nous ne devait s'attendre à un héritage facile de la vente. Lui et ma mère décideraient où irait l'argent, et une grande partie serait dirigée ailleurs. Le sourire de Derek disparut. Ale s'exclama, « Attends, qu'est-ce que tu veux dire par ailleurs ?» Mon père continua de parler de responsabilité et de gestion, s'attendant toujours à paraître noble tout en excluant ses propres enfants de l'avenir. Derek se leva brusquement de table et exigea de savoir comment il avait pu passer des années dans l'entreprise et se retrouver ainsi pris au dépourvu. Ale paniqua à l'idée de ce que cela ferait à l'image de la famille. Ma mère dit à tout le monde de baisser la voix. Pendant tout cela, je restais silencieuse. Je posai ma fourchette et attendis que la pièce se souvienne de mon existence. Puis je posai une question. « Papa, qui est l'acheteur ?» Il se redressa,
ravi de détenir un fait qui le faisait encore se sentir puissant. Avengers Holdings, dit-il. Le chiffre final est de 53 millions. Des gens sérieux. Ils savent ce que vaut cette entreprise. J'ai hoché la tête une fois, laissé le silence s'installer, puis j'ai dit, « Papa, je suis Avengers Holdings. » Personne ne bougea. Derek eut d'abord un petit rire, car les hommes comme lui pensent toujours que la pire des possibilités doit être une blague. Haley me regarda comme si j'avais commencé à parler une autre langue. Ma mère baissa lentement son verre de vin. Mon père ne réagit pas du tout pendant 2 secondes entières, ce qui me dit qu'il m'avait parfaitement entendu. Puis il dit, « Ne sois pas ridicule. » J'ai pris un étui à cartes mince de mon sac et j'ai posé une carte sur la table, à Rivera, fondatrice et PDG, Avengers Holdings. Mon père l'a ramassé et j'ai vu le changement se dessiner sur son visage par étapes. Confusion. Résistance. Puis la vilaine réalisation que l'acheteur qu'il avait admiré était la fille qu'il avait passé des années à rejeter. Derek a exigé de savoir à quel jeu je jouais. Je lui ai dit que ce n'était pas un jeu. Avengers avait négocié par l'intermédiaire de conseils et d'équipes d'acquisition pendant des mois. L'accord était légal, signé et définitif. Mon père a dit que le fondateur d'Avengers était Alex Rivera. Je lui ai dit qu'Alex Rivera était un nom professionnel et que les entreprises sérieuses utilisaient des intermédiaires tous les jours. Haley ne cessait de murmurer, « Oh mon Dieu !» Comme si elle pensait que cela pouvait inverser la nuit. Mon père demanda depuis combien de temps j'avais planifié cela. Je lui ai dit que la meilleure question était de savoir depuis combien de temps il avait refusé de voir ce qui était juste devant lui. Je lui ai rappelé la proposition de partenariat qu'Avengers avait envoyée des mois plus tôt, celle qu'il avait rejetée parce qu'il supposait que personne en dehors de son cercle ne comprenait l'entreprise. Je lui ai dit que Thomson Logistic Systems survivait grâce à de vieilles relations, des systèmes obsolètes et son refus d'évoluer. Il a dit que je n'avais pas le droit de l'humilier dans sa propre maison à Thanksgiving. Je lui ai dit qu'il avait vendu l'entreprise lui-même. Il n'avait simplement jamais imaginé que la personne capable de l'acheter pouvait être moi. Derek se leva d'un bond et m'accusa d'avoir planifié tout cela pour le détruire. Je lui ai dit, non, je l'avais planifié pour sauver une entreprise qu'il contribuait à ruiner. Puis j'ai mentionné les pots de vin des fournisseurs, les factures gonflées et les arrangements parallèles qu'il pensait que personne n'avait retracés. Il se figea instantanément. Ma mère le regarda, puis moi, incrédule. Mon père exigea une explication, alors je lui en ai donné une. Pendant la diligence raisonnable, Avengers a découvert un schéma de contrat gonflé acheminé via un fournisseur privilégié que Derek défendait sans cesse. Les dépassements aboutissaient à un compte connecté à lui. Derek me traita de menteuse. Je lui ai dit que j'avais la documentation. C'est à ce moment que la pièce a vraiment changé. Haley a commencé à pleurer. Mon père avait l'air plus vieux, plus petit en quelque sorte, dépouillé de la certitude qu'il avait portée pendant des années. Finalement, il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit que je voulais ce que j'avais gagné. Je voulais que l'entreprise soit modernisée avant qu'elle ne s'effondre sous un leadership qui confondait héritage et compétences. Je voulais que les gens qui faisaient le vrai travail aient un avenir non lié à son ego. Et je voulais qu'il comprenne, ne serait-ce qu'une fois, que sa plus grande erreur n'avait pas été de sous-estimer le marché. C'était de sous-estimer sa propre fille. La pièce redevint silencieuse. Mon père s'assit lentement. Derek resta debout, pâle et furieux. Ma mère me regarda comme si elle me voyait pour la première fois. Puis mon père dit, « Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses faire quelque chose comme ça. » Et je répondis, « C'était ta première erreur. » Ce dîner de Thanksgiving ne se termina pas par le pardon, et je suis contente qu'il n'en soit pas ainsi. Les vrais dommages ne disparaissent pas parce qu'une vérité éclate enfin. Quand la table se désagrégea, Derek se lança aussitôt dans des menaces d'avocat et de trahison. Haley s'enferma dans la salle de bain et commença à supprimer des publications avant qu'Internet ne puisse relier trop de points. Ma mère resta figée dans la salle à manger, l'air d'une femme qui avait passé des décennies à préserver les apparences, pour finalement voir la vérité les déchirer. Mon père a très peu parlé. C'est ainsi que j'ai su qu'il avait parfaitement compris ce qui s'était passé. Il m'a appelé dans son bureau le lendemain matin, juste après 7 heures. Il n'avait pas dormi. La pièce sentait le café, le papier, et la panique rance d'un homme cherchant un moyen de revenir au passé. Il m'a demandé si la vente pouvait être arrêtée. Je lui ai dit non. Le conseil d'administration l'avait approuvé.
Les signatures étaient exécutées et la structure juridique était verrouillée. Il a demandé ce qu'il adviendrait du nom de l'entreprise. Je lui ai dit que je n'effacerais pas l'héritage de mon grand-père, mais que je mettais fin à l'illusion selon laquelle l'héritage seul pouvait diriger une entreprise moderne. Thomson Logistic System resterait pendant la transition, puis évoluerait sous l'infrastructure d'Avengers. Il a demandé ce qu'il adviendrait de lui. Je lui ai dit qu'on lui offrirait un rôle de président émérite, un respect public, une pertinence privée, et une offre généreuse s'il gérait la transition professionnellement. Cette réponse l'a blessé plus que la colère ne l'aurait fait. Puis il a demandé des nouvelles de Derek. Je lui ai montré suffisamment de preuves pour détruire tout fantasme qu'il avait encore sur son héritier choisi. Derek avait écrémé des commissions de fournisseurs en se cachant derrière la confiance familiale. À midi, il a cessé de me menacer et a commencé à négocier. On lui a donné le choix, rembourser ce qu'il pouvait, démissionner discrètement et rester hors des gros titres, ou forcer une révision juridique plus approfondie qui achèverait ce qu'il restait de sa crédibilité. Il a démissionné dans la semaine. La vraie punition n'a pas été de perdre son titre. C'est que tout le monde l'a enfin vu clairement, non pas comme un héritier, mais comme un homme médiocre qui avait été porté trop longtemps. La chute d'Alais a eu l'air différente, mais elle était réelle. Une partie du drame familial a fuité, ce qui a rendu les marques nerveuses. Elle a perdu des partenariats. Son engagement a chuté. Et pour la première fois, le charme ne la protégea pas. Au début, elle m'a blâmé. Puis, à ma grande surprise, elle a changé. Elle a arrêté de jouer la fantaisie d'une vie sans effort et a commencé à parler honnêtement de l'embarras, de la dépendance et du peu qu'elle savait réellement construire quelque chose de réel. C'était la première chose authentique que je l'avais jamais vue faire. Ma mère était plus difficile à cerner. Quelques mois plus tard, elle est venue à Seattle et a admis ce qu'elle aurait dû dire des années plus tôt. Elle avait toujours su que j'étais l'esprit le plus fort de la pièce. Chaque fois qu'elle restait silencieuse, elle se disait qu'elle maintenait la famille unie. Maintenant, elle comprenait que le silence ne protège pas les familles. Il protège les gens qui gagnent déjà. C'était le plus proche d'une excuse qu'elle m'ait jamais donnée. Et comme c'était honnête, je l'ai accepté. Mon père n'est jamais devenu facile, mais il est devenu plus silencieux. En public, il a accepté la transition avec autant de dignité qu'il a pu en sauver. En privé, il a dû vivre avec le fait que la fille qu'il avait renvoyée avait construit quelque chose de puissant sans son nom, son argent, ou sa permission. Il est resté avec la compagnie uniquement en titre. Les gens l'écoutaient par respect, non par obligation. Il pouvait conseiller, mais il ne pouvait pas commander. Pour un homme qui avait confondu autorité et identité pendant des décennies, c'était une punition suffisante. 6 mois plus tard, l'entreprise avait un autre aspect, plus sain, plus rapide, moins théâtral. Nous avions nettoyé les mauvais contrats, mis à jour les systèmes défectueux, conservé les personnes qui valaient la peine d'être gardées, et rétabli la confiance des clients avec des résultats au lieu de discours sur l'héritage. Je partageais mon temps entre Seattle et Chicago. Mais quand je traversais ces bureaux maintenant, personne ne me regardait à travers. Personne ne me demandait si je comprenais le monde réel. Je n'avais pas seulement acheté l'entreprise. J'avais brisé le schéma qui la gangrenait. Et c'était la vraie victoire. Parce que la vengeance qui se termine par l'humiliation est superficielle. La meilleure fin est lorsque la personne sous-estimée ne se contente pas d'exposer la vérité. Elle en construit quelque chose de meilleur. C'est la leçon que je retiens de cette nuit-là. La loyauté familiale ne signifie rien quand elle est construite sur le favoritisme, le silence et l'orgueil. Un héritage n'est pas préservé en donnant le pouvoir au fils le plus bruyant de la pièce. Il est préservé en donnant la responsabilité à la personne prête à la mériter. Et s'il y a une véritable leçon dans ce qui nous est arrivé, c'est celle-ci, ne jamais confondre le confort avec le caractère. Ne confondez jamais être choisi avec être capable, et ne présumez jamais que la personne silencieuse à table n'a aucun pouvoir, simplement parce qu'elle ne l'a pas encore utilisé. Pour le Thanksgiving suivant, la pièce était plus petite, le repas plus simple, et personne n'a cherché à faire de discours. Mon père m'a demandé mon avis avant le dessert. Ma mère a écouté quand j'ai répondu. Alais a parlé de son travail sans prétendre que c'était facile. Derek n'est pas venu, ce qui était probablement le mieux pour tout le monde. Et pour la première fois de ma vie, j'étais assise à cette table sans me sentir invisible. Non pas parce qu'il m'avait enfin donné la permission d'exister,
mais parce que j'avais déjà appris que je n'en avais jamais eu besoin.